Le vaccin contre le paludisme est disponible au Mali. Plus de 900 000 doses sont arrivées aujourd'hui à Bamako. Elles ont été réceptionnées par la ministre de la Santé. Ces doses de vaccin contre le palu sont destinées aux enfants de 5 à 36 mois. Deux nouveaux projets ont été lancés la semaine dernière par Helvetas Mali. Il s'agit des projets Djigitougou et Worodougou financés avec le soutien de la Suisse et de l'Allemagne. Ces projets vont aider les jeunes et les femmes à mieux s'insérer dans la vie professionnelle. La chronique judiciaire porte aujourd'hui sur le trafic d'influence, une pratique qui consiste à user de moyens frauduleux pour influencer des décisions dans différents domaines. Garibou Perrou nous dira que le trafic d'influence est puni par le code pénal au Mali. Merci de votre fidélité à ORTM1. Bonsoir. 927 800 doses de vaccins contre le paludisme sont arrivées cet après-midi dans notre capitale. La ministre de la Santé et du Développement social les a réceptionnées à l'aéroport international. Président Modibo Keïta, ces vaccins sont destinés aux enfants de 5 à 36 mois et devront permettre de réduire la mortalité infantile due au paludisme. L'acquisition a été rendue possible grâce aux efforts des partenaires comme l'UNICEF et l'OMS. Barakissa Ouattara et Karunga Konaté ont assisté à la cérémonie de réception. Plus de 900 000 doses de vaccins antipaludiques destinés à plus de 600 000 enfants de 5 mois à 3 ans. Les efforts sont partagés entre l'UNICEF, l'OMS et le gouvernement malien à plus de 2 milliards de francs CFA. Ces vaccins devront contribuer à l'atteinte de l'objectif du gouvernement, à savoir éradiquer le paludisme d'ici à 2030. L'UNICEF fournit tous les vaccins du monde aux pays qui en ont besoin. Mais il faut la volonté politique et puis les efforts du gouvernement. Je crois que c'est un grand jour pour les enfants du Mali et nous espérons qu'avec les 900 000 doses qui sont reçues, la majorité des enfants seront atteints. Ces vaccins vont servir vraiment pour le Mali à initier son programme de vaccination contre le paludisme, qui, comme vous le savez, est l'une vraiment des causes de mortalité et de morbidité chez les enfants. Ça veut dire que c'est l'une des maladies. Dans le monde, on a environ 260 millions de cas par an, avec près de 600 000 enfants qui meurent. Le paludisme étant la plus grande cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, le gouvernement entend étendre très prochainement la couverture à l'ensemble du territoire national. Nous venons de recevoir un lot très important de vaccins. Et je tiens à remercier l'Alliance pour le vaccin Gavi et en mon nom propre, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, au nom du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, pour tous les efforts que le gouvernement a fait pour que ce jour puisse arriver. Donc ce vaccin vient à point nommé. Nous avons déjà voulu éradiquer le paludisme d'ici 2030. Nous sommes sur ce chemin. La première dose de vaccin sera administrée le 25 avril prochain, journée mondiale de lutte contre le paludisme. Ce vaccin contre le paludisme sera intégré dans la vaccination de routine. Les populations de Moribabougou ont bénéficié ce mardi de 2 forages. C'est dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Les infrastructures d'eau ont été inaugurées ce matin. Le point avec Abdul Karim Kaba. En offrant ces forages à la population, le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, honore un engagement, celui d'octroyer un tiers de ses fonds de souveraineté au développement, à la solidarité et à la cohésion sociale. Ainsi, le 404e forage est inauguré à Moribabougou Dogobala Koulouba. La population a exprimé sa joie en disant merci au président de la transition, Assimi Goïta. Merci, un petit mot, mais qui prouve à suffisance le degré de soulagement de ces populations qui prenaient de l'eau dans les grottes. Après Dogobala, le cap est mis sur Moribabougou pour l'inauguration du 405e forage. Ici, avec ces forages,
le problème d'eau est conjugué au passé. Aujourd'hui, le président de la transition a agi sur ça pour venir donner de l'eau aux populations de Dougobala et de Mourbabougou pour qu'ils aient de l'eau et qu'ils pensent à tous les Maliens. Il fait parler sa solidarité envers tous les Maliens en général et les plus démunis en particulier, je le dis partout. Toutes les couches sont concernées par les œuvres sociales. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner de l'eau à la population parce que pour le président de la transition, le premier médicament, c'est l'eau. La majorité de nos forages, c'est dans les écoles et dans les centres de santé. Les enfants qui étudient dans les écoles sont nos bâtisseurs de demain. C'est dans ce cadre-là que le président de la transition fait agir sa solidarité et son patriotisme. Dans ces différentes localités, les forages ont été accueillis avec ferveur. Les bénéficiaires ont saisi l'occasion pour faire des bénédictions et des prières pour le président de la transition et pour les femmes dans leur mission régalienne. Signature d'une convention de collaboration entre l'Institut national de formation judiciaire et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Cette signature entre dans le cadre de la lutte contre la corruption avec les structures impliquées dans cette lutte. On en sait plus avec Mamadou Fane. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite prend une autre dimension avec le renforcement de la coopération entre l'OCLEI et l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. Les deux structures viennent de signer un accord cadre pour renforcer la prévention en matière de lutte contre la corruption à travers la formation des agents de la justice. La lutte contre la corruption, au-delà des outils de répression et de prévention développés par l'OCLEI, et d'autres structures de lutte contre la corruption passe aussi et nécessairement par la formation de l'ensemble des acteurs de la justice et de façon spécifique des juges et procureurs et greffiers. C'est pourquoi l'enseignement au sein de cette école a mis un accent particulier sur l'éthique et la déontologie. Il s'agit de promouvoir chez les acteurs de la justice la culture de l'intégrité. La signature de ce protocole avec l'Institut portera à 6 le nombre d'accords de collaboration avec les structures nationales signées par l'OCLEI. L'OCLEI et l'INFJ, de par leurs missions respectives de lutter contre l'enrichissement illicite et de former les différents acteurs de la justice au niveau du Mali, sont donc des structures qui, aujourd'hui, décident de se donner la main pour un combat commun contre la délinquance économique et financière dans notre pays. C'est dire que l'OCLEI reste résolument engagé dans la voie du partenariat, car il est convaincu que la victoire sur les délinquants requiert un effort conjugué de tous, à tous les niveaux. Ce partenariat marquera un jalon important dans la quête d'une justice de qualité et de resserrer la lutte contre la corruption au Mali. Pour aider les jeunes et les femmes à mieux s'insérer dans la vie professionnelle, Helvetas Mali a lancé les projets Djigitougou et Ourodougou avec le soutien de la coopération suisse et de l'Allemagne. Le projet Djigitougou intervient dans les régions de Bougouni, Sikasso, San, Mopti, Koutchala. Le projet Ourodougou cible les zones frontalières, notamment Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Soumo Aïdara, compte rendu. Face au chômage et aux difficultés d'insertion, une nouvelle porte s'ouvre pour les jeunes et les femmes du Mali. Helvetas Mali lance 2 projets, à savoir Djigitougou Plus et Ourodougou. Le premier accompagne les petites entreprises agricoles et le second se concentre sur les zones frontalières. Leur point commun, à mon sens, consiste à donner de l'espoir aux jeunes et aux femmes dans leur ambition d'insertion socio-économique dans les régions du centre et du sud. Le projet Djigitougou Plus est financé par la coopération suisse au Mali. Quant à Ourodougou, il bénéficie du financement de la coopération allemande au Mali. Avec un financement total de 9 millions de francs suisses, le projet Djigitougou apporte des solutions concrètes en associant formation professionnelle, innovation technologique et inclusion sociale. Le projet Ourodougou est financé par la coopération allemande avec un budget de plus d'1,2 milliard de francs CFA. Ce projet permettra de toucher 20 000 personnes directement. Ces 20 000 personnes vont bénéficier de 11 infrastructures, dont des retenues d'eau, des marchés et des pistes rurales qui seront réalisées dans 6 communes des régions de Sikasso et Bougouni.
Les représentants de quelques ministres présents ont à tout le rôle salué cette initiative de Helvetas Mali. Ces deux projets, Djigitougou et Ourodougou, sont en phase avec les priorités du Mali, notamment l'objectif global 5.2 du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED 2019-2023. En combinant formation, accompagnement technique et appui à la structuration des petites entreprises, Helvetas Mali et ses partenaires entendent contribuer efficacement à la réduction du chômage et à la consolidation de la paix. Et toujours parlant de projets, le gouvernement et ses partenaires, notamment l'ambassade des Pays-Bas, débloquent près de 3 milliards de francs CFA pour le financement des projets des jeunes. L'information a été donnée ce matin lors de la deuxième session du comité de pilotage du projet Emploi et entrepreneuriat vert par et pour les jeunes au Mali. Plus de détails avec Awadit Makamara. Go Green, la solution aux défis environnementaux ou si vous voulez la préservation de l'environnement. Et ce n'est donc pas étonnant que les signaux soient au vert. La preuve, en 2 ans d'exercice, le programme a accompagné 2400 jeunes vulnérables, renforcé les capacités de 18 centres de formation professionnelle, créé plus de 1400 emplois grâce à l'incubation et à l'accélération de 504 entreprises. C'est dans cette fière allure que se tient la deuxième session du comité de pilotage du projet Emploi et entrepreneuriat vert par et pour les jeunes au Mali. Nous avons pu montrer la viabilité de l'approche par et pour les jeunes. Nos 67 jeunes Green Coach recrutés et formés pour l'accompagnement de leurs pairs en témoignent aujourd'hui. Ces jeunes femmes et hommes nous rendent fiers par leur dynamisme dans leur rôle. Et à travers leur accompagnement de proximité, et en collaboration avec APECH, les incubateurs, les autres partenaires, nous avons également pu répondre aux besoins de continuer l'accompagnement de 851 jeunes qui n'avaient pas été retenus dans la première cohorte du programme. Les opportunités de formation qu'on a pu avoir sur le verre, sur comment protéger l'environnement, quoi faire pour ne pas nuire à l'environnement. On a eu aussi l'opportunité de collaborer avec d'autres jeunes qui ont les mêmes ambitions de protection de l'environnement comme nous, sur les autres zones du projet. On a eu aussi à former des jeunes comme nous sur le verre. Ce projet ambitieux est financé par l'ambassade des Pays-Bas à hauteur de près de 3 milliards de francs CFA. Une telle initiative soutient l'État du Mali dans sa volonté de placer les populations au cœur des priorités. À travers ces interventions, le projet Go Green a fait des avancées significatives quant à l'augmentation des revenus des jeunes dans l'économie verte grâce à des opportunités entrepreneuriales, création d'emplois décents et inclusifs dans les secteurs porteurs des systèmes agroalimentaires, de l'énergie. Pour mémoire, le projet Go Green intervient dans les régions de Mopti, Ségou, Sikasso et le district de Bamako. Tenu vendredi de la 19e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté au Mali. Cette session validera les rapports d'activité et de budget 2024 de l'Observatoire ainsi que le plan de travail et le projet de budget de 2025. Mamadou Fane. L'état de l'Observatoire du développement humain durable et la lutte contre la pauvreté au Mali sur l'exercice 2024 passé au peigne fin par les administrateurs de l'Observatoire. La 19e session du conseil d'administration de l'ODHDLP invite à un débat fécond face aux défis dans le cadre du développement humain durable et la lutte contre la pauvreté. En 2024, on note une avancée dans certaines missions de l'Observatoire et les perspectives pour 2025 incitent à l'espoir. Par rapport à la 18e session, effectivement, il y avait 3 recommandations. Voilà, la première était attrait un peu à une large diffusion des résultats des études et des recherches. Ça, nous l'avons fait. Et il fallait aussi diversifier un peu les partenaires techniques et financiers qui interviennent un peu dans les financements de l'Observatoire en termes d'appui technique et financier. Malgré tous les efforts déployés en matière de promotion du développement humain durable au Mali, l'état du DHD et de la lutte contre la pauvreté interpelle tout un chacun tant les défis sont grands, bien qu'ils soient à notre portée.
L'Observatoire proposera, comme à son habitude, des solutions efficaces et innovantes à travers des analyses approfondies de ces différentes thématiques dans le souci de promouvoir un développement humain durable pour le bien-être des populations résilientes. L'année 2025 sera une année transitoire pour l'Observatoire avant l'élaboration d'un nouveau programme régional d'harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La 19e session de ce conseil d'administration sera mise à profit pour apporter les derniers réglages avant la mise en œuvre de ce programme. Les administrateurs de l'Institut des sciences humaines étaient aussi réunis à la faveur de la 18e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut. Pour l'exercice 2025, l'Institut des sciences humaines dispose d'un budget de plus d'1,8 milliard de francs CFA pour mener ses activités de recherche et d'études. C'est ce que nous dit Aliou Abdoulaye Touré. De cette 18e session du conseil d'administration de l'Institut des sciences humaines, il ressort que l'exercice 2024 n'a pas été un long fleuve tranquille pour l'établissement pour mener pleinement ses projets de recherche. L'année 2024 a été une année particulièrement difficile à cause notamment des restrictions budgétaires et l'arrêt de certains contrats de recherche avec les partenaires. Je voudrais ici remercier tout le personnel, en particulier les chercheurs, pour leur capacité de résilience face à ces difficultés. Pour le représentant du ministre en charge de l'enseignement supérieur, l'année 2025 augure de bonnes perspectives avec un vaste programme de réformes, de quoi booster la recherche, le cœur du métier de l'Institut des sciences humaines. Nous pouvons retenir la relecture des textes législatifs et réglementaires qui s'est traduite, entre autres, par l'élargissement du conseil d'administration et du conseil scientifique et culturel de l'ISH au secteur privé et à la société civile et la création d'un comité d'éthique et de déontologie. L'élaboration d'un manuel de procédure administrative compatible et comptable et financière en cours de validation. Je suis heureux de vous annoncer que 6 chercheurs ont soutenu leur thèse de doctorat en 2024. 11 autres sont inscrits dans les universités maliennes et étrangères, dont 7 en doctorat et 4 en master. De cette 18e session du conseil d'administration, il est attendu des recommandations qui doivent permettre à l'Institut des sciences humaines d'assurer pleinement sa mission. Sur un autre plan, le ministre en charge de la jeunesse a rompu le jeûne hier avec les forces vives de la commune 2 dans le cadre de l'initiative Minisiri Kakene et Sunkalo Solidarité du chef de l'État. À travers des questions et réponses, le ministre Fomba a fait le tour des préoccupations des jeunes. Mohamed Nama Keïta était présent à Kinzambougou. Suivons son reportage. Kinzambougou, 10e jour de Ramadan. C'est sur le terrain Calcio que les débats Minisiri Kakene et de Sunkalo Solidarité ont lieu. Le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, s'entretient avec les forces vives de la commune 2. Les jeunes sont préoccupés, mais sont quand même prêts à pouvoir relever eux-mêmes d'abord le défi à travers leur propre rôle à jouer, mais attendent également de l'État, surtout de notre département, de certains aspects qui sont en lien avec leur épanouissement. Avec également d'autres départements avec qui nous travaillons très étroitement. Aujourd'hui, la jeunesse de la commune est confrontée à des problèmes d'espace et de créativité. Et vraiment, on a un centre municipal qui est le terrain communal. On a sollicité au ministre de nous aider et vraiment à réaliser un terrain synthétique pour que les jeunes puissent s'épanouir sur ce terrain. Dans les jours à venir, je crois que nous, la délégation spéciale, le bureau communal et d'autres acteurs, nous allons nous donner la main pour faire avancer certaines doléances que je pense que nous pouvons faire ensemble, Inch'Allah. Tout comme en commune 6, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba a rappelé haut combien les plus hautes autorités accordent une attention particulière aux questions des jeunes. Mais surtout, c'est avec des jeunes engagés, entreprenants et responsables que celles-ci comptent relever les défis de bâtir un Mali meilleur.
Le président de la transition, à travers le ministère des Affaires religieuses et des cultes, vient d'offrir 20 tonnes de riz à la communauté musulmane de la région de Bougouni. Ce geste de solidarité vient à point nommé selon les fidèles musulmans. Suivons successivement le président du Haut Conseil islamique de Bougouni et le général de brigade Ousmane Ouélé, gouverneur de la région. Un sac de 50 kg de riz, 2 sacs de 25 kg de sucre, un bidon d'huile de 5 litres et un paquet de pâtes alimentaires. C'est la composition du don de kits alimentaires offert par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, à la population nécessiteuse des cercles de Bougouni, Ouélé-Sébougou et Sanankourouba. Le don s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président Assimi Goïta. Je remercie le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, d'avoir pensé aux veuves militaires. Ces kits alimentaires viennent à point nommé. Nous sommes très ravis de les recevoir. À travers cette donation, le président de la transition exprime toute sa solidarité et sa volonté d'atténuer la souffrance des personnes vulnérables, surtout à l'entame de ce mois béni de Ramadan. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, il a voulu accorder son aide et sa solidarité aux Maliens en général, aux plus démunis en particulier. Nous sommes dans une opération de distribution de kits alimentaires sur toute l'étendue du territoire. Pour rappel, en 2021, le président de la transition a décidé de mettre les 2 tiers de ses fonds de souveraineté au service des Maliens. Ainsi, plus de 400 fourrages ont été réalisés avec plus de 100 ambulances médicalisées offertes. À ceci, il faudrait ajouter, entre autres, la construction de 3 grands centres de dialyse de dernière génération et la distribution de milliers de tonnes de vivres, de médicaments, de bien d'autres choses aux populations maliennes. Il me plaît de noter que ces gestes humanitaires du président de la transition touchent toutes les régions du Mali et le district de Bamako. Rappelons que les bénéficiaires de ces dons du président Assimi Goïta sont les veuves, les personnes vivant avec handicap et les couches vulnérables des cercles de Bougouni, Ouélé-Sébougou et Sanankourouba. Un reportage signé Abdulkarim Konaté. Toujours dans le cadre du mois béni de Ramadan, nous allons suivre la rupture collective de jeunes à Nara, puis le lancement de l'opération Sunkalo Solidarité à Nioro. Des comptes rendus signés Drissa Keita et Moussa Diakité. Le mois de Ramadan, période de pénitence et de recueillement de prières, mais aussi et surtout de partage. Pour le 7e jour de ce mois de jeûne, c'est à la grande mosquée de Nara que les fidèles musulmans se sont donné rendez-vous pour la rupture collective du jeûne. Une initiative des plus hautes autorités de la transition qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité 2025. Toutes les actions que nous allons entreprendre durant ce mois, en termes de rupture collective, en termes de dons, en termes de sensibilisation, en termes d'activités de soins, de nettoyage, toutes ces activités-là s'inscrivent un peu dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité. Des mets accompagnés de kinkiliba, de dattes et d'autres aliments, bref, tout y est pour une bonne rupture du jeûne. Les récompenses de cette rupture collective sont immenses. Le prophète paix et salut sur lui a dit « Celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura la même récompense que lui ». Sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Cette action est un signe de paix, de tranquillité et témoin de la volonté des autorités qui se soucient des démunis. Nous prions Dieu de les bénir. Nara, d'une manière singulière, on a besoin de cette communion, on a besoin de cette union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et d'entraide que nous sommes en train de tenir. Occasion pour les fidèles musulmans de Nara de formuler des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali, cela à travers la lecture du Saint-Coran. À Nioro, c'est la grande mosquée qui a servi de cadre pour le lancement de la 2e édition de l'opération Sunkalo Solidarité. Elle a enregistré, en plus de la communauté musulmane, toutes les couches socio-professionnelles de la région. Une initiative des plus hautes autorités du pays pour mettre à la disposition des populations les moyens nécessaires pour passer un beau mois de Ramadan et d'instaurer entre les couches sociales la paix, l'unité, la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers une rupture collective. Nous avons voulu partager ce moment avec les fidèles musulmans et leur transmettre les salutations
de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et leur exprimer et leur renouveler son engagement à être toujours aux côtés du peuple malien. Après la prière des Maghreb suivie des bénédictions, les autorités politiques administratives, les chefs des services techniques ainsi que les fidèles musulmans tous confondus se sont regroupés autour des différents plats. Même les talibés y sont conviés. Cette initiative, organisée par les plus hautes autorités, vise à soulager et à faire partager ces moments de joie, de solidarité, d'entraide entre les musulmans. Surtout que ce mois béni de Ramadan cette année coïncide avec le carême de la communauté chrétienne. Nous devons tous veiller à la paix, à la stabilité et à la sécurité au Mali. Je salue le président de la transition pour cette initiative qui existait depuis longtemps. Je prie pour la paix, l'unité et la cohésion sociale dans le pays. En plus de la grande mosquée, les mosquées de Koulouba et de Djamoulikuna sont concernées par l'opération qui se déroulera tous les jours pendant la durée du mois sacré de Ramadan. Dans un autre registre, le Plan international Mali a organisé un atelier de capitalisation et de clôture de son projet promotion des initiatives communautaires. C'est en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines. Niveau régional, le compte-rendu de Brahima Dao. Démarré le 1er août 2020, ce projet appelé Promotion des initiatives communautaires pour l'abandon des mutilations génitales féminines, il intervenait dans 49 villages de 3 communes du cercle de Bafoussam. C'est dans les soucis de pérenniser les acquis du projet et de maîtriser sensibilisation et autres actions importantes que Plan International Mali a organisé cet atelier. Pour nous, nous pensons que c'est vraiment un cadre de redevabilité pour venir rendre compte des réalisations du projet, partager les leçons apprises, les bonnes pratiques et surtout définir avec l'ensemble des acteurs de pérennisation de ce projet afin que les acquis du projet puissent durer dans le temps. Nous avons pu vraiment générer pas mal de résultats importants, des villages qui ont signé des conventions d'abandon. Nous avons 25 villages qui ont signé et nous pensons que nous devons vraiment à travers les autorités réciter ces acquis pour qu'ils puissent suivre ces plans de pérennisation qui sont en place. Avant l'arrivée du plan à Bafoussam, dans le répertoire, il y avait un seul village dans lequel on ne pratiquait pas. Sinon, tous les autres villages de Bafoussam étaient concernés par cette pratique néfaste. Très néfaste à la santé de la jeune fille et de la femme. Le Conseil à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de la région a remercié toutes les parties prenantes du projet avant de louer les efforts du Plan International Mali auprès du gouvernement malien. En République du Mali, de nombreuses actions sont menées par le gouvernement et la société civile afin de réduire le taux des pratiques néfastes à la santé, plus précisément la pratique de l'excision. Des résultats honorables sont obtenus, certes. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Au cours de cet atelier, des échanges fructueux ont été enregistrés, lesquels permettront aux participants de mettre en place un bon système de suivi des acquis après le retrait du projet. Grande mobilisation de soutien aux autorités de la transition hier lundi à Faléa dans le cercle de Kéniéba. Un meeting organisé par la jeunesse de Faléa pour saluer les autorités de la transition pour les nombreuses réalisations faites au bénéfice de la population. Nos envoyés spéciaux sont Bokari Koulibaly et Siriki Koulibaly. Faléa, chef-lieu d'arrondissement dans le cercle de Kéniéba. Ce lundi, un nouveau soleil s'élève sur le village pour saluer toutes les initiatives entreprises par les autorités de la transition pour le développement de la ville. Une reconnaissance traduite par un grand meeting. Parce que transition y'a que oui anga mérite de ça que umanani mogwere unanani anga jalunga erede na to ilaji ketaye bamba aka mouvement don fallait bara maintenant a pas manquer ni on connaît peut-être à la fait en dalen bala be sera ko reke men ni on connaît ni son dialen bala don bi dante ni son diamen. La construction d'un château d'eau, la réhabilitation du CSCOM et l'opérationnalisation du bac qui relie Kéniéba à Faléa sont autant d'œuvres réalisées par l'association pour le développement de Faléa.
Ces réalisations seront renforcées par la nouvelle équipe de la mairie dirigée par Aladji Keita, un natif du village. Désormais à la tête d'une population estimée à près de 20 000 âmes, les natifs de Faléa s'engagent à œuvrer pour le développement de sa commune. La santé, l'éducation, ça c'est la première des choses. Est-ce que vous comprenez? Sinon, il fallait un manque d'infrastructures, il fallait un manque d'eau potable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir pallier à ces problèmes? Aujourd'hui, nous allons nous donner les mains, puisque moi, les yeux, d'abord, je vais assurer dans un premier temps le service minimum. On dit les affaires courantes. Mais au-delà de ça, nous allons démarcher les autorités compétentes afin de pallier à tous ces problèmes. Ces initiatives sont saluées par les femmes et les autorités coutumières. Le conseil que je peux lui donner au nom du chef de village, qu'il conjugue bien avec la population, qu'il va en commun accord avec les jeunes pour qu'ils puissent s'entendre et faire beaucoup avancer la commune. La grande mobilisation de la population est la preuve de la bonne entente entre les différentes couches du village. Le défi est certes colossal, mais la nouvelle équipe dirigeante est confiante pour faire de Faléa une localité enviée et enviable. L'évaluation de l'impact de la suspension des financements américains sur les organisations communautaires de lutte contre le sida au Mali a conclu que 247 salariés et plusieurs autres personnes seront concernés par cette suspension. Pour atténuer son impact, les autorités du Mali, à travers le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, ont mis à la disposition des fêtières 120 millions de francs CFA. L'information a été donnée lors d'un point de presse. Il a été suivi par notre reporter Daouda Kone. En tant qu'instance multisectorielle, le Haut Conseil national de lutte contre le sida assure à travers son secrétariat exécutif la coordination, le suivi et l'évaluation des activités de tous les partenaires techniques et financiers de la lutte contre le sida au Mali. C'est pourquoi, depuis l'annonce de la suspension des financements américains, le secrétariat exécutif s'est employé pour atténuer l'impact de cette décision. Après avoir fait cette évaluation, nous avons fait des réflexions pour voir comment atténuer cet impact par rapport sur le processus de mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH. Donc c'est ce qui nous a amené à mettre à la disposition de l'ensemble des organisations de base communautaire qui sont directement impliquées dans cette activité, qui sont directement concernées par cette décision, environ 120 millions de francs CFA. Donc cela est une instruction réellement des plus hautes autorités, en l'occurrence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui nous a instruit de tout faire pour que cette lutte soit une lutte réelle et qu'on puisse engranger réellement des résultats. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida organise aussi des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur les risques liés au VIH-Sida. L'organe de lutte contre le sida a remis un important lot de vivres et non-vivres aux fêtières pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Chaque année, nous le faisons. Donc nous essayons de mettre à la disposition des PV-VIH des vivres et des non-vivres. Donc, ce qui nous a permis aujourd'hui de mettre à leur disposition 15 tonnes de sucre, 20 tonnes de riz et 180 paquets de sucre de 5 kg. Informer les PV-VIH qui sont à l'intérieur que des instructions ont été données à l'ensemble des secrétaires exécutifs et régionaux de mettre tout en œuvre pour mettre à la disposition des PV-VIH au niveau régional des vivres et des non-vivres aussi. Au Mali, 2 régions, Sikasso et Ségou, et le district de Bamako sont les zones d'intervention des organisations communautaires bénéficiant des financements américains. 35 kg de cannabis saisis par l'Office central des stupéfiants de Bamako, rive droite. L'opération coordonnée a permis aux éléments de l'antenne de mettre la main sur 3 suspects à Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, qui étaient en possession de stupéfiants nocifs. Le produit et les présumés détenteurs ont été présentés ce matin à la presse. Fademba Keita, compte rendu. Après des mois d'enquête, une organisation criminelle évoluant dans le domaine du trafic de stupéfiants est démantelée et arrêtée à Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako. Les présumés suspects, 2 femmes et un homme, sont mis hors état de nuire grâce au professionnalisme et à la détermination des éléments de l'antenne de l'Office central des stupéfiants de Bamako et rive droite. Ils étaient en possession de 75 boules,
soit 35 kg 200 g de couches ou dérivés de cannabis. Nos enquêtes nous ont permis de découvrir le mode opératoire du présumé, de localiser son domicile, celui de sa fiancée, ainsi que la boutique de cette dernière. C'est ainsi que le vendredi 7 mars 2025, aux environs de 6h40, nos équipes ont pris d'assaut et simultanément ces 3 endroits indiqués, ce qui nous a permis d'interpeller 3 suspects, dont 2 femmes, et de saisir 75 boules de chanvre indien couche. La valeur monétaire de la saisie s'élève à des centaines de millions de francs CFA. Ces couches ou dérivés de cannabis équivalent à plusieurs millions de nos francs, très prisés et nocifs pour la santé. Les présumés coupables sont entre 18 et 35 ans. L'appel que je lance à l'endroit de la population est de continuer à collaborer avec les unités opérationnelles de l'Office central des stupéfiants en nous fournissant les renseignements. Cette prouesse des éléments de l'antenne de l'OCS est le fruit de la nette collaboration entre les citoyens et ceux qui luttent contre la vente et la commercialisation des stupéfiants dans notre pays. Il vous est peut-être une fois arrivé d'utiliser illégalement ou abusivement votre pouvoir ou vos relations pour obtenir un avantage au détriment de l'intérêt public. Cela s'appelle le trafic d'influence. Il est puni par le code pénal au Mali. Découvrons les facettes du trafic d'influence dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou, Adama Kamara. Atteinte à l'équité, à l'honnêteté, à la droiture ou à l'intégrité, le trafic d'influence est une infraction, un délit ou un crime contre la nation. Prévu dans l'article 243-78, le trafic d'influence dans une formule imagée est un film interprété par 3 acteurs. Il y a l'intervention de 3 acteurs. Acteur 1, ça c'est le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est lui qui va avoir l'avantage. Donc c'est lui qui fournit les avantages à l'intermédiaire. Et l'intermédiaire, lui, il a de l'influence. Ça peut être une influence sociale, peut-être c'est quelqu'un qui a une certaine respectabilité dans la société, que tout le monde connaît, il a un carnet d'adresses très bien fourni, ou à travers sa fonction, il peut effectivement influencer sur une administration ou sur une autorité. Mais le chic, c'est que ce qui se passe entre le bénéficiaire et celui qui est la personne influente, le décideur n'est pas au courant. En quelque sorte, les deux là, ils trament une sorte de complicité sur le dos du décideur. De cette scène du trafic d'influence se dégagent les produits de la corruption. À la différence pour la corruption, c'est qu'il y a 2 intervenants. Celui qui va soit solliciter ou agréer des offres, des promesses auprès d'un décideur, notamment par exemple ce que le code dit, c'est étant fonctionnaire, c'est-à-dire une personne qui va solliciter auprès d'un fonctionnaire, de l'ordre administratif ou judiciaire, un expert judiciaire, un médecin, un chirurgien, afin que celui-ci accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte qui relève de sa fonction. Donc il y a 2. Celui qui va solliciter, là on parle de la corruption active, mais du côté du fonctionnaire qui va soit accepter ou même solliciter, là c'est la corruption passive. Alors que dans le trafic d'influence, on a 3 intervenants. L'article 243-48 du Code pénal n'est pas tendre aux auteurs et complices. Le présent article prévoit la peine privative de liberté et une amende double de la valeur des promesses agréées. Le même article prévoit une peine d'emprisonnement de 10 ans et une amende au double des valeurs des choses reçues ou des promesses agréées. Donc, et le Code ajoute que l'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 100 000 francs. Punissable, le trafic d'influence est ce phénomène qui porte atteinte au principe d'égalité. Il force aussitôt le jeu de la transparence. On suppose que si je vais abuser de ma confiance auprès de quelqu'un pour avoir un marché ou bien pour avoir des décorations, que ça ne préjudicie à personne. Or, c'est totalement le contraire. La conséquence directe, ça c'est le peuple. Ça c'est l'État. Parce que ce qui va manquer, c'est que le jeu de la concurrence, le principe de l'égalité des citoyens est déjà faussé. Et en plus, les sollicitations, les promesses, les avantages accordés
devrait être de nature à alimenter davantage les caisses de l'État. Mais malheureusement, ce ne serait pas le cas. Donc, cela veut dire que, que ce soit la corruption ou le trafic d'influence, les conséquences sont énormes pour le citoyen lambda et pour l'État. Utilisé au quotidien mais méconnu par bon nombre, le trafic d'influence est une forme de terrorisme dirigé contre les décideurs. Et le constat malheureux qui se dégage, c'est que très peu d'agents échappent aux embuscades du trafic d'influence. Direction Niger, la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales a présenté officiellement son rapport final à la présidence de la République. Le président Abdourahmane Tchani a salué l'aboutissement de ce processus entamé en 2023 et rendu possible grâce à la détermination du peuple nigérien. Suivons son intervention après la présentation du rapport final. Aujourd'hui, 10 mars 2025 marque un tournant dans la marche de notre pays. C'est une étape d'une marche qui a commencé en 2023 à Agadez avec le lancement officiel au niveau régional des travaux de l'assise ou des assises qui se sont déroulées du 19 au 20 du mois de février 2025. Plus d'un an après le lancement officiel, nous estimons que l'ensemble des Nigériens ont eu la possibilité de participer au débat au moment où il se déroulait, soit au centre de conférence Mahatma Gandhi ou au palais des congrès. Gardons à l'esprit que ce n'est plus le moment de rancœur, de division, d'adversité stérile. Tout ce que nous devons faire doit s'inscrire dans la défense et la préservation des intérêts du Niger. Le Niger, sans lequel nous n'aurons pas de raison d'être. Ce Niger que nous avons le devoir de défendre au prix de nos vies. Inch'Allah, nous y parviendrons, mais nous y parviendrons tous ensemble. Aucun pays ne s'est développé dans la division. Aucun pays ne s'est développé dans une lutte de clans. Aucun pays ne s'est développé en dehors de la cohésion et de l'esprit constructeur de l'ensemble de ses fils. Nous faisons face à une insécurité, comme nous l'avons toujours affirmé, une insécurité importée, et qu'il est de notre responsabilité de mettre fin à cette importation de l'insécurité dans notre Sahel. Que notre Sahel soit désormais un espace de prospérité et plus de prospérité pour l'ensemble des peuples qui y vivent, plutôt qu'un espace d'insécurité. Et qui dit insécurité dit misère, dit perte en vie humaine inutile. J'invite l'ensemble du peuple nigérien à apprendre dorénavant à se pardonner et à oublier.
Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, en visite de travail au Burkina Faso. Les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête. Cette séance a été ensuite élargie aux délégations des deux pays. Le point avec Tanga Kamfado. Au palais de Koulouba, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue du Ghana, John Dramani Mahama, en tête-à-tête. Une séance élargie par la suite aux délégations des deux pays et qui a permis de revisiter l'excellente relation de coopération entre la République du Ghana et le Burkina Faso et de dégager des perspectives pour le renforcement de l'axe Ouagadougou-Accra. Des projets communs déjà en perspective. Il s'agit d'un vol aérien quotidien Accra-Ouaga-Accra et un gazoduc entre les deux pays. We're also looking at a possible direct flight from Accra. Il y a une compagnie intérieure, donc locale au Ghana, et qui envisage ouvrir une ligne sur Ouagadougou au moins une fois par jour. Il a également été question de la fourniture de l'électricité. Le Ghana envisage la construction d'un gazoduc qui ira jusqu'à Balgatenga. Et nous avons foi que ce gazoduc pourrait être étendu au Burkina Faso. Les échanges entre les deux chefs d'État ont aussi porté sur l'accroissement des échanges commerciaux et le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Notre objectif est de fluidifier la libre circulation des personnes et des biens et de faciliter le transit des biens et marchandises du Burkina Faso à partir du Ghana. Au cours de cette séance de travail, plusieurs sujets d'intérêt commun ont également été abordés. Au titre des questions sécuritaires, le président du Ghana a insisté sur la nécessité de mutualiser les efforts pour combattre ensemble le cancer du terrorisme. In Africa, we say when your neighbor's house is on fire. En Afrique, on dit que lorsque la maison de ton voisin est en feu, vous avez intérêt à lui porter secours pour que le feu ne s'étende pas à votre maison. Pour moi, le terrorisme est une sorte de cancer et lorsque on l'attaque pas de front, d'entrée de jeu, il peut s'étendre à tout le corps et contaminer d'autres organes. Au cours de son point de presse de fin de séjour, le président John Dramani Mahama a rappelé la proximité géographique et historique entre la République du Ghana et le Burkina Faso et a inscrit son voyage dans la tradition africaine qui recommande que les voisins se rendent visite. Il a également saisi l'occasion pour traduire toute sa reconnaissance au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui avait fait le déplacement d'Accra pour son investiture en janvier dernier. Du rêve à la désillusion, ainsi se résume l'expérience de Abbas, un homme embarqué dans une aventure suicidaire, celle d'évoluer aux côtés d'un groupe terroriste alors qu'il était sur le point de rejoindre sa base de recrutement. Abbas tombe dans les mailles des FDS. Dans cette aventure, il a entraîné son épouse et ses 3 enfants. Le récit de Bienvenue Taoussa. Son nom est Abbas, 30 ans. Il est père de 3 enfants qu'il entraînait pourtant dans un suicide et leur mère avec. Je me demande toujours si c'était la malédiction ou si c'est la volonté de Dieu. La seule certitude que j'ai dans cette situation est que j'ai désobéi à ma mère et j'ai négligé les capacités des FDS. Abbas a été interpellé avec toute sa famille alors qu'il rejoignait une base terroriste dans le nord du Burkina. Mon recrutement s'est fait à travers les réseaux sociaux et j'ai hésité plusieurs fois avant de me décider à rallier les terroristes. Quand je devrais faire le voyage, j'ai juste dit à ma femme que j'ai trouvé du travail dans un pays voisin et que je devrais les y amener. Ayant deviné le motif réel du voyage, la mère de Abbas s'y oppose, mais il ne reviendra pas sur sa décision. Abbas embarque sa femme et ses enfants dans cette aventure périlleuse. Je n'approuve pas ce voyage. Ma mère me l'a répété.
J'avais en effet hâte de retrouver le paradis que les recruteurs me promettaient. Avant de partir, Abbas était conscient de la présence des FDS sur toutes les voies, mais pensait pouvoir tromper leur vigilance. Nous avons été appréhendés sans même avoir fait la moitié du parcours. Notre mise en déroute m'a ouvert totalement les yeux et j'ai compris aussi grâce au témoignage de mes co-détenus terroristes que les promesses qui m'ont été faites n'étaient que du vent. Aujourd'hui, Abbas se mord les doigts et regrette de n'avoir écouté plutôt les conseils de sa mère. Il invite tout le monde à faire attention aux réseaux sociaux et ne pas tomber dans la facilité. Et c'est sur cette note que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.